DF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode 51. Au menu cette semaine, on revient sur ce soporifique Grand Prix d'Espagne 2020 mettant en vedette Lewis Hamilton, Racing Point, Carlos Sainz et le stratégiste Sébastien Vettel. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Alors pour revenir sur cette course entre guillemets qui passera à l'histoire, je mets fin au sarcasme, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va bien. Est-ce que tu t'es remis de la sieste qu'était le Grand Prix d'Espagne 2020? Oui. Ouais. Ouais. Au moins, il y a eu la qualif de la Indy avant, Oui. après. Oui. La grosse qualif, sinon... Ah oui, ces qualifs étaient plus intéressantes que le Grand Prix au complet. Alors, ça explique un peu comment on s'est senti en fin de semaine devant notre télévision en matinée ou dans l'après-midi pour ceux qui nous écoutent en France. Alors, on va revenir sur ce Grand Prix d'Espagne. Je vais vous donner le top 10 de cette course à Barcelone, 6e épreuve de la saison. Alors... comme d'habitude, Lewis Hamilton a remporté ce Grand Prix devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. À noter que les trois pilotes ont terminé sur le tour du meneur. Ensuite, il y a eu Lance Stroll 4e, Sergio Perez 5e. À noter que les positions ont été échangées étant donné que Perez s'est pris une pénalité de 5 secondes pour avoir ignoré un drapeau bleu. Excusez-moi, ça c'est le café. C'est le café qui fait un peu son effet. Perez a une pénalité de 5 secondes pour avoir ignoré un drapeau bleu et on reviendra un peu là-dessus. Carlos Sainz 6e, Sébastien Vettel 7e, Alex Albon 8e, Pierre Gasly 9e et Lando Norris 10e. Alors Ana Maria, ça va être une tâche un peu... difficile, mais peux-tu me donner tes impressions sur ce Grand Prix d'Espagne? Au moins, les premiers tours étaient assez intéressants pour moi. Juste le premier tour, parce que c'est là que ça se passe. Stroll a fait son dépassement. Pour quelques minutes, on aurait cru que ça s'en venait una course excitante, mais c'est ça. C'est Espagne, Barcelone, c'est toujours difficile le dépassement. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, juste... oui, je disais que était pas mal tranquille, le Grand Prix d'Espagne, mais je m'attendais à pas beaucoup non plus, parce que d'habitude c'est ça. Et ça se passe un peu dans la qualif et après c'est un circuit un peu difficile à dépasser d'habitude. Et il y a pas beaucoup d'action, il y avait plus d'action après la course que pendant la course parce qu'on commentait qu'est-ce qui s'est passé après. Mais non, en fait, il y a resté ces Bottas qui a perdu son pari parce qu'il s'est fait dépasser à la lancée quand ça dans les premiers tours. Après, c'est la seule chose, je pense, intéressante qu'il y a eu dans la course, c'est les gros dépassements de Stroll, qu'il y a toujours un bon départ
il était derrière, mais maintenant qu'il est à l'avance, ça met un peu plus d'émotion aussi. Mais après ça, non, une course tranquille, on dirait Monaco. Ouais, Monaco, mais avec du soleil et puis de la température chaude. Oui. Moi, Le personne. soleil, la température et pas de belles paysages. Oui, exact. Le paysage de Monaco, ben évidemment, on n'aura pas ça cette année, évidemment, compte tenu de la situation, en fait, pandémique. Moi, personnellement, la course, moi aussi, je l'ai trouvée plate. Quelque chose I would hate to watch. Désolé aux fans du FC Barcelone, ce n'est pas fini. Non, mais c'était une course plate, mais c'était surtout une épreuve où ça se résumait à la gestion des pneus. Donc, on voyait les pilotes essayer de tout faire pour faire une course à un arrêt, alors qu'il y en a deux qui ont réussi, d'autres qui ont dû se contenter, quatre. Il y en a 4 qui ont réussi. Tous les autres ont fait 2 arrêts, d'autres 3. Il y en a qui se sont ratés. Au final, moi je l'ai dit un peu partout aussi. Le circuit de Barcelone-Catalunya n'est pas un circuit fait pour les Grands Prix avec ces genres de voitures. Parce qu'on y va très souvent pour les essais hivernaux, les pilotes. Pour les. Excuse. À quelqu'un qui a raté son freinage. Ouais, il y a quelqu'un qui a raté son freinage. Assez solide. Donc, oui. Ben justement, c'est pour ça aussi qu'il existe des essais, c'est pour mieux contrôler. Donc, les pilotes ont eu le temps de tout perfectionner sur ce circuit pendant 6 jours. Et bon, compte tenu de la situation, ils sont arrivés, ils connaissent le circuit comme le fond de leur poche. Ensuite, c'est quoi? C'est espérer qu'il y ait de la pluie qui n'est jamais arrivé. Donc, c'est bien beau de dire que Mercedes domine, mais Mercedes n'y est pour rien. La course a été tout simplement dommage. Les seuls points que j'ai pu retenir, c'est cette belle bataille entre Charles Leclerc et Lando Norris avant que Leclerc n'ait des problèmes avec son moteur. Mais sinon... Puis aussi la petite bagarre entre les deux Racing Point. Mais sinon, c'est pas une course qui va encore une fois passer à l'histoire. Donc, peut-être oui, mais pas pour... pas pour la course. Non, pas pour la course. Je comprends que Barcelone est un circuit assez intéressant à conduire. Mais si c'est pour 66 tours de parade, de procession, je pense que les gens vont perdre de l'intérêt. Et puis c'est ça qui est arrivé. Quand on disait que même les qualifs pour les 500 000 d'Indianapolis qui auront lieu cette fin de semaine ont été plus intéressantes que le Grand Prix d'Espagne, ça en dit long. Puis je dis, c'est pas pour nier en fait l'histoire de ce circuit, parce qu'il y a eu de bons moments comme le duel Mansell-Senna en 91, cet accrochage à Hamilton-Rosberg, l'œuvre d'art de Michael Schumacher en 96, Pastor Maldonado en 2012. Il y a eu de bons moments, mais depuis que la Formule 1 utilise ces nouvelles générations de voitures, de quoi on se souvient? Quel moment intéressant on a à parler, en fait? Pas grand-chose. Tout ce qu'on a eu d'intéressant, c'est ce qui se passe pendant les essais hivernaux. Donc, cette course, c'était pas la meilleure, puis je ne pense pas que on va se souvenir de grand-chose, à part peut-être le départ de Stroll, l'abandon de Leclerc, Vettel le stratégiste aussi. Mais sinon, dans le fond en tant que tel, c'est pas une course qui était intéressante en soi. Et d'ailleurs, je vais parler d'intéressant parce que il y a Lewis Hamilton qui a encore fait des siennes avec sa victoire. Domination totale par 24 secondes sa victoire. Et avec ce triomphe, cette
la 88e de sa carrière, il est devenu en fait le pilote avec le plus grand nombre de podiums en carrière, battant le record de Michael Schumacher avec 156. Mais Hamilton a été tout simplement intouchable. Il était dans une autre dimension. Il ne savait même pas que la course était terminée en fait. Donc Anna Maria, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Lewis Hamilton cette fin de semaine? Est-ce que tu crois que cette 88e victoire va faire partie d'une de ses plus belles en carrière? Ben, je pense pas que c'est là des plus belles. Il y a eu des plus belles que ça, mais quand même, il consolide son dominio, on dirait. On s'attendait, on avait des attentes que peut-être Mercedes, ça va être difficile, il fait trop chaud, les pneus, plein de choses, mais en fait, dès que Hamilton est en avance, il s'échappe. Et c'est ça qui s'est passé à Barcelone. Lui, il s'échappait et il n'y avait personne qui pouvait le chasser parce que, oui, Verstappen, il a essayé, mais il était tout énervé parce qu'il voulait arrêter, parce qu'il disait il s'échappe, il faut que je le rattrape. Mais finalement, l'équipe a dit, calme-toi, on n'a rien à faire, on se battre avec Bottas, c'est ça tonton. Ta bataille aujourd'hui, c'est avec Bottas, il n'y a rien à faire avec Hamilton. Mais je trouve ça dommage aussi parce que je pense que ça va empirer en plus. C'est ça que je trouve dommage. Il n'y a pas une façon de... je ne dis pas pour Hamilton, pour la Formule 1, c'est moins intéressant quand tu n'as pas la bataille en avant. Au moins avec Rosberg, on oubliait que c'est Mercedes qui avait qui dominait parce qu'il y avait la chicane, les deux pilotes, ils se battaient. Mais maintenant, on dirait que Bottas, il aussi, il y a toujours la première course, il gagne, il pompe. Mais après ça, c'est comme... c'est fini. Et même Verstappen, il a passé à l'avance, fait qu'il n'y a rien à faire. Fait que même les deux pilotes qui ont les mêmes voitures à peu près, ils sont pas Bottas et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'est même pas capable de donner un peu de diversion à Hamilton. Il est comme tout seul dans son monde. Il n'y a personne qui le dérange. Ouais, et en plus, c'est ça, ce que Félix disait la semaine dernière, c'est comme ça qu'on reconnaît un champion. Lewis Hamilton, même malgré son âge à 35 ans, il est encore dans une zone où il est très confortable pour pousser un peu plus. Et le simple, justement, l'exemple des pneus, alors qu'on était sur... alors qu'il faisait 50 degrés sur la piste, même si le train de pneus que les pilotes avaient en fin de semaine était plus dur que ce qu'on a vu lors du Grand Prix du 70e anniversaire, Hamilton a été en mesure de bien gérer ses pneus, a été en mesure aussi de bien contrôler sa course, parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, tout le monde connaît ce circuit comme le fond de sa poche, mais encore, il faut être... capable de rester concentré parce que sous une température assez suffocante, 50 degrés sur la piste, plus la température à l'intérieur du cockpit, et ajouter aussi à ça les combinaisons noires des deux Mercedes, ça fait en sorte que normalement, ça peut être... synonyme de déconcentration, mais ce n'est pas été ça pour Hamilton. Il a toujours été capable de pousser. Puis même quand c'était le moment aussi de probablement revenir avec des pneus tendres pour la fin de la course, il a dit non, ça va être les médiums parce que les pneus tendres à cette température, après, au fur et à mesure, là, c'était tellement difficile de les entretenir pendant un très bon bout de temps. Alors, moi, je pense que Hamilton
encore une fois, a montré sa classe et il montre pourquoi c'est le meilleur pilote en ce moment. Puis c'est un des meilleurs pilotes de tous les temps. Et je dirais même plus qu'il est meilleur que Michael Schumacher. Je dépose ça ici. Oui, mais c'est sûr que Hamilton il est très bon, il a son talent. Aussi, il y a un plus, c'est que on dit souvent Vettel gagnait tout le temps, mais il était toujours en avant quand il gagnait. Mais c'est sûr que les pilotes, n'importe qui, celui qui est en avant, il y a toujours l'avantage si y a un bon sort, si la sortie est très bonne. Aussi, tu as vu quand Verstappen était en avant, il y avait personne qui pouvait le chasser parce que tu es tout seul, tu as le contrôle et si tu es bien concentré, il n'y a personne qui te dérange et tu te battes avec personne. C'est toi qui mène la danse, comme on dit. Et Ouais. c'est plus, c'est pas, mais je dirais, c'est plus facile à gérer. Je dis pas que c'est facile, c'est juste que c'est plus facile à gérer la course parce que quand Hamilton n'est pas en avant, il n'est pas confortable, il se plaint souvent, il est plus difficile à dépasser les autres parce qu'il n'y a pas l'habitude. Mais c'est sûr que Hamilton c'est un excellent pilote, c'est sûr qu'il a le talent et en plus, comparé à Schumacher, il est très, Il est très comment on dirait, sportif. pour pas... Oui, il est très propre. Voilà, ouais. Propre, sportif, Oh, à part oui, c'est quelques ça. moments, mais... La seule chicane qu'on connaît de Hamilton, c'est quand il se battait avec Felipe Massa, parce que Massa il était excité tout le temps aussi. Mais que c'est pas comparé, mais ça se compare pas à ce qui était Schumacher. Oui, il sort pas des pilotes délibérément, Lewis Hamilton. Mais, Non, c'est... Oui, peut-être il y a manqué quelques drapeaux jaunes ou des choses comme ça, mais... O de petits accrochages avec Albon, mais c'est plutôt... C'est pas... Il n'y avait pas l'intention. Je non, pense que c'est plutôt de petits erreurs parce qu'il n'y a pas l'habitude. ouais, je dirais pas C'est qu'il pas n'a pas les genres de pilotes de l'habitude. pousser quelqu'un. Non, je dirais pas que c'est pas qu'il n'a pas l'habitude, c'est que parfois, bon, ça arrive sur le coup sur le coup, mais quand même, il est quand même capable de faire beaucoup de bons dépassements. C'est très très rare. C'est vrai que Oui. dans le passé, Oui, il mais était on ne peut inconstant. pas s'attendre à dépassement de Hamilton si toujours en avance, il va dépasser le drapeau bleu. C'est sûr que il y a ses pros, il y a ses contre. Et en avant. Ouais, exactement. Puis je te dirais même que Hamilton est quand même capable de gérer le tout. Donc, je pense que s'il continue comme ça, ben, je crois qu'il va être champion du monde assez plus tôt qu'à l'habitude. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. On va parler de Racing Point parce que Racing Point, Eh, oui, vas-y. Avant de changer, un petit entre guillemets, parce qu'on parlait de la chaleur, de la combinaison avec Bottas qui était un peu déshydraté, on dirait, mais j'ai investi un petit peu, c'est pas juste parce qu'il disait non, la combinaison était noire. Mais d'habitude Haas aussi utilise combinaison noire, mais je pense qu'il était très dérangé plutôt parce que cette année à la combinaison de pilotes on ajusté como un petit couche de plus pour avoir plus de protección. Ouais.
Et c'est peut-être ça, oui, la combinaison était noire, mais c'est peut-être aussi ça qui a dérangé beaucoup plus les pilotes parce qu'il faisait très chaud. Parce que tu sais, l'année passée à Montréal, il faisait très chaud aussi et Ah personne ne se oui. plaint de la chaleur. Aussi, il y a à Singapour, mais en fait, c'est là que c'est ça, qui a pu déranger beaucoup de pilotes parce que c'était pas seulement Bottas qui avait beaucoup de chaleur. Tu sais, Stroll et Perez avaient un gilet Ouais. et pendant la course, ils ont mis un gilet pour aider à maintenir la température du corps. Ouais, parce qu'il faut pas oublier aussi que le noir, en fait, ça capte la chaleur. Donc, c'est Oui, sûr que moi, pendant l'été, j'évite de porter du noir parce que c'est sûr que on va suer en s'il vous plaît. Donc, imaginez dans un cockpit de Formule 1 où le moteur roule oui. à 100%, les combinaisons noires, certes, mais aussi c'est parce que, Ils sont bon, pas climatisés. et c'est pas climatisé non plus, donc ça n'aide pas, mais c'est vrai que peut-être il manquait quelque chose à Valtteri Bottas. Donc, mais c'est rare cette année que j'ai entendu les Mercedes ou même Haas à la limite se plaindre qu'il faisait trop chaud dans leur cockpit ou bien que leur voiture captait trop la chaleur. Donc, c'est la première fois, en Oui, fait, oui, il cette y avait saison. Stroll qui se plaignait un petit peu pendant les essais libres de la chaleur, mais quand Mhm. même, c'était les essais, comme je dis avant, et après, il portait un gilet pour se rafraîchir, mais eso aussi, Ouais. il y a quelques-uns qui ont pris des mesures avant. Et Lewis Hamilton portait aussi avait un parapluie aussi pour se couvrir, se cacher du soleil aussi. Donc, c'est quelque chose qui est en fait tout à fait normal pour garder la température du corps dans des conditions assez acceptables. Puis en plus, Bottas a perdu 3 kilos après l'épreuve à force d'avoir chaud et d'être déshydraté aussi. On parlait de Racing Point aussi. Tu en as glissé un mot. Je vais parler de leur performance. Quatrième et cinquième, leur meilleur résultat de leur saison, mais aussi leur meilleur résultat global depuis justement le Grand Prix d'Espagne 2017 où les deux voitures roses avaient fini à ces mêmes positions. Stroll finit quatrième et Perez cinquième. Comme je l'ai mentionné en parlant du classement, Perez, à l'origine, devait finir quatrième, mais il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour avoir ignoré le drapeau bleu à plusieurs reprises. Mais que dire de sa stratégie dans un seul arrêt qui a été quand même... bon, c'est du Perez classique. Un pilote qui est très bon pour gérer ses pneus. Et Stroll, ma foi, son départ, gagner 2 places, non seulement sur Perez, mais aussi face à une Mercedes. C'est quand même rare de voir cela. Et justement, juste avant d'enregistrer cet épisode, j'étais en train d'écrire un article sur justement la progression de Stroll. Donc, toi, Anna Maria, je sais qu'on en avait parlé avec Marc-André à un moment donné, mais toi, Anna Maria, Stroll cette année, là, c'est quand même une belle progression. Oui, je dirais qu'il a bien progressé parce que, tu sais, tout ce qui est la course comme tal, même l'année passée, il gérait très bien la course. Des fois, Pérez, il disait, mais Stroll est même mieux que moi pendant la course. La seule chose, c'est que lui, il fallait toujours se battre en arrière parce que il n'était pas capable de réussir à faire un bon qualif. Il était toujours son problème à Williams si c'était difficile et après il a passé à Racing Point. On disait, mais peut-être parce que de toute façon la Williams il n'était pas en mesure de faire grand chose avec.
Mais cette année, on dirait que c'est le problème que je voyais tout le temps, c'est que la qualification, c'était difficile pour lui. Mais cette année, et je pense qu'une seule fois, il est resté hors des top 10 pendant la qualif, que c'est quelque chose quand même que comparé à l'année passée avec avec lui-même, qu'est-ce qu'il faisait l'année passée, il est très bon, il a bien réussi cette année à faire la qualif. Et maintenant, quand on le voyait l'année passée, il a toujours réussi dans le départ, même s'il était dans les parties plus dangereuses en arrière, parce qu'il se passe de tout. Et réussit tout le temps à dépasser 3, 4, des fois 5 voitures pendant le départ, qu'on disait, mais si lui il est capable de réussir en qualification, se mettre dans les top 10, ou peut-être verra les Stroll qu'on voulait voir, c'est lui qu'on voyait à F3, qui était capable de se battre. Mais c'est ce qui se passe cette année. Il a beaucoup avancé parce que maintenant, lui, il est en avant. Et même s'il manque un petit peu parce qu'il a fait des qualifications en avant de Pérez, quand même en Barcelone, il était un petit peu plus lent tout le temps que Pérez. Parce que le bon time, c'est soit que lui, il faut qu'il fasse de mieux encore, un petit peu plus. Mais quand même, quand tu le vois, il a réussi à gagner 2 places et que c'était pas facile du tout. Il a eu les réflexes, il a profité, il s'est mis devant les 2 voitures. C'est ça. Et j'espère qu'on verra beaucoup ça cette année, un petit peu plus, parce que lui est capable. Oui, et moi je suis pas très, je dirais que oui, je suis pas très objectif comme tal, parce que je le vois courir depuis longtemps et je disais tout le temps, je suis sûr qu'il va faire bien, je suis sûr qu'il va faire bien, mais il fallait attendre 3 ans. oui, il a fallu attendre parce que je trouve aussi que il a quand même bien, il s'est quand même bien défendu face à Perez au seul moment où les 2 Racing Points se sont battus. Ça a été très propre, même s'il a dit que Otmar Zafnauer, le directeur sportif de Racing Point, a eu quelques cheveux gris à force de les voir se battre là, pour éviter un bis répétitif de 2007 entre Perez et Ocon. Mais je pense que Stroll s'est bien défendu. Et je dois dire, en plus de cela, je vois qu'il est plus constant. Puis il gère bien ses pneus aussi. Surtout parce que je pense que c'était ça aussi un de ses problèmes. C'est que la gestion des pneus, c'était un de ses points faibles. Ça avec les qualifications. Mais là, il s'est amélioré. Il reste souvent, comme on l'a vu lors du Grand Prix du 70e anniversaire, à une bonne distance de Nico Hülkenberg. Il est resté devant. Puis c'est sûr que lorsque Perez a obtenu la pénalité, il s'est rapproché. Il a dépassé Sébastien Vettel sur la longue ligne droite proprement parce que Vettel était sur une stratégie d'un arrêt. Ses pneus étaient presque capotes. Mais quand même, je trouve que Stroll n'a pas à dérougir complètement. Il a été très propre. C'est sûr que je questionne encore son dépassement sur Ricardo lors du Grand Prix de Styrie. Il s'en est sorti heureusement. Mais quand même, je trouve que Stroll cette année a été, je dirais pas parfait, mais a été solide. Solide et assez constante. Parce Oui. que la seule course qui a pas fait des points, c'est la première course parce que l'auto il a abandonné. L'auto l'a abandonné, mais c'est la seule fois. Mais après ça, il était constant. Et quand le pilote est constant,
on voit les résultats parce que maintenant, il se retrouve cinquième dans les championnats. C'est pas n'importe quoi. C'est vrai. Puis, c'est pas n'importe... C'est ça. Cinquième à égalité avec Alex Albon, avec 40 points, à 5 points de Charles Leclerc sur Ferrari. C'est pas rien du tout. Donc, je trouve que Stroll, pour l'instant, fait très bien. Puis, il mérite plus de reconnaissance plutôt que de se faire traiter de fils à papa pour dire que c'est un des pires pilotes. Pour moi, quelqu'un qui... Et en plus, il a 21 ans. Il a 21 ans. C'est ça que les... 22 en octobre. C'est ça que les gens oublient. C'est que... Oui, c'est sa 4e saison. Mais, premièrement, il n'a jamais fait la F2. Donc, c'est un saut de la F3 vers la Formule 1. Et en plus de ça, il est arrivé à 18 ans. Il a 21 cette année. Donc, faut lui laisser le temps d'apprendre parce qu'il est encore dans cet âge d'apprentissage. C'est comme ça que Max Verstappen est devenu le pilote qu'on connaît. C'est à force d'apprendre, de devenir constant, de limiter les erreurs. Donc, je comprends. C'est sûr que les gens ont la haine parce qu'ils préfèrent quelqu'un qui a un talent plutôt que d'avoir plus d'argent. Mais la Formule 1, ça a souvent été comme ça. Alors, je pense que Stroll a... Mais ça a souvent été comme ça. Et aussi, les autres, ils sont pour rien. Pérez aussi, il y a quelqu'un qui est derrière lui, sinon il ne serait pas là non plus, même s'il y a des talents. C'est ça. Et justement, parlant de Pérez, encore une fois, une belle course. Il revient après avoir manqué les 2 courses en Grande-Bretagne dû au fait qu'il ait contracté la COVID-19. Mais c'est comme s'il n'avait rien perdu de sa conduite. Rien à redire. Bon, à part peut-être ces drapeaux bleus qu'il a ignorés, qui a fait en sorte qu'il a eu 5 secondes de pénalité, ce qui lui a coûté une belle 4e place. Et ça a été la même chose pour Daniel Kvyat, qui a eu le même reproche. Mais sinon, je pense que Pérez, pour moi, avec Sébastien Vettel, a été un des pilotes du jour. Oui, c'est ça. Il y a une bonne course. La seule chose, c'est les drapeaux bleus. Il faut faire attention parce que quand on parle de pénalité au drapeau bleu, c'est pas parce qu'il l'a pas vu une fois. C'est parce qu'il faisait quelques tours qu'il a montré le drapeau bleu depuis le 6e tour jusqu'à la ligne de départ. Et, en fait, dans la pénalité, il dit qu'au moins 11 fois, il a ignoré le drapeau bleu. Mais quand on dit ça, le pilote ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Oui, parce qu'il faut préciser aussi que sur le volant, les pilotes ont des signaux pour dire qu'il y a un drapeau, qu'il y a un pilote plus rapide qui se rapproche pour vous prendre un tour. Et en plus, Pérez, ça lui a pris 5 ou 6 virages avant de laisser passer Lewis Hamilton. Oui. Qu'il a fait, et d'ailleurs, à la reprise, on l'a vu qu'il l'a dépassé à la fin de la longue ligne droite du circuit. Mais néanmoins, cela n'enlève rien à sa belle course. Encore une fois, une stratégie à un arrêt où il s'est même permis de se défendre, non seulement de tenter une attaque face à Lance Stroll, mais aussi de se défendre face à un pilote dont on va parler après, Carlos Sainz sur la McLaren. Je trouve que Pérez... C'est sûr que, bon, il y a cette histoire de volant pour l'année prochaine avec Aston Martin qui est en jeu aussi. Mais je trouve que Pérez, encore une fois, a montré pourquoi il est un des pilotes qui est le plus fiable. Oui. Donc, moi, je pense que Pérez mérite tout autant de louanges que Lance Stroll. Et je pense que si
si ça ne vire pas comme en 2017 où l'écurie a un très bon début de saison et qu'à la fin, les deux pilotes se battent jusqu'à créer des accrochages où il y a des consignes, comme des consignes d'équipe comme on l'avait à Montréal en 2017, ben, je pense que cette équipe pourrait finir troisième malgré le fait qu'ils ont perdu 15 points avec toute cette saga de la RP20 ou la Mercedes Rose, mais ça, on n'entrera pas dans ce débat. Carlos Sainz, le seul pilote espagnol de ce plateau, avant l'année prochaine, évidemment, avec le retour de Fernando Alonso, qui d'ailleurs, en passant, s'est qualifié 26e lors des 500 000 d'Indianapolis qui a lieu ce dimanche. Carlos Sainz, 6e, son meilleur résultat sur la piste de Barcelone, qui a réalisé une meilleure performance que le FC Barcelone. Et d'ailleurs, Sainz est un fan du Real Madrid, donc c'était probablement sa plus belle fin de semaine à vie. Après, évidemment, son podium lors du Grand Prix du Brésil l'année dernière. Donc, il a été très content de voir Messi se faire lessiver par le Bayern. Mais il a été très content aussi de voir tous les changements, le changement de châssis, les problèmes de refroidissement qu'il a eu être mis de côté pour offrir une belle performance. Puis ça a été, disons, le seul pilote qui a été capable de se battre contre une ou les deux Racing Point. Oui, y a plus, ils n'ont pas manqué son arrêt cette fois-ci. Ouais, parce qu'en Grande-Bretagne, c'était pas fameux. Non, il se plaint cette année. Il y a plusieurs fois que son arrêt était un peu brouillon. Mais Barcelone a fait justice, comme on dirait. Il a pu montrer devant son public qu'est-ce qu'il est capable de faire et qu'est-ce qu'il peut faire l'année prochaine aussi. Ouais, avec Ferrari, évidemment. On verra. mais quand même, je trouve que il a été robuste. Vraiment. En plus, il a résisté aux attaques d'Alex Albon lorsque ce dernier avait une bonne stratégie de course. Mais sinon, Sainz, on a revu le Sainz de l'année dernière, un pilote qui a été sans faute, assez solide, bon dans la gestion des pneus, bon dans la gestion de la course en général. Alors, je pense que si ça continue, ben Sainz pourrait être, avec Lando Norris, le pilote qui pourrait rivaliser avec les Racing Point, parce qu'on s'entend que Renault, là, c'était absolument horrible. Donc, je vois McLaren prendre les devants sur l'équipe française et surtout avoir Carlos Sainz de retour dans les bonnes grâces, dans les bonnes performances qu'on a connues, en fait. Ça lui a permis d'aller chercher de gros points, ce qu'il n'a pas pu avoir depuis la première course où il avait justement fini 5e. Oui, c'est sûr que c'est au moins, comme tu disais, c'est comme le seul équipe qui peut aller à l'avance avec le Racing Point, parce que c'est McLaren qui était à l'avance, c'est maintenant Racing Point qui prend l'avance sur eux, et Renault n'est pas en condition de faire quelque chose. Ferrari, c'est ça. On n'a pas beaucoup à dire parce que cette année, on dirait que ils sont dans... Comment on peut dire? Ils sont pas où on s'attendait. Ferrari a comme lâché prise. Ou Salah qui se battre avec Renault. Cette année, c'est ça. Ouais, une bataille avec Renault, je sais pas. Peut-être avec McLaren. Non, mais
C'est juste parce que je dis ça comme ça, parce que dans la explication de pourquoi Sébastien Vettel il était arrêté en même temps. Ça, c'était pas brillant, c'était pas la meilleure chose à faire, même quelques personnes comme moi qui dans les sofas, ils pourraient remarquer ça, mais son stratège, ça là que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, il disait on s'est protégé de Renault. Je dis what? Écoute. C'est quoi? Tu t'es protégé de Renault? Regarde, Vettel, il était lancé avec les pneus, la gomme la plus dure. C'est supposé rester plus longtemps en piste que Leclerc. Et tu l'arrêtes dans un double arrêt qui se passe pas comme le double arrêt de Mercedes ou Red Bull, qui c'est clair. Ouais, et justement. Tu dis que c'est pour les protéger des Renault. Et la seule chose qu'on peut remarquer, c'est que tu dois protéger la place de Leclerc. Ouais. Parce que si Vettel il reste plus longtemps en piste, pendant la première arrêt, ils font pas ça comme l'on fait, ben c'est sûr que à un seul arrêt, Vettel il aurait pas perdu aussi de place. Ah, écoute. Il a pu rester longtemps en avant. C'est ça. Ben, et regarde, ça marche pas. Ils ont raté. Disons que ça là qui joue avec juste un pilote. Ils font tout pour que ça marche pour un seul pilote. Et on sait que c'est Leclerc. Après ça, quand tu seul pilote il est pas là, c'est fini. Il savait pas quoi faire avec Vettel. Ouais, et justement, ben c'était le prochain sujet. Vettel, le stratégiste. Écoute, ce Vettel s'est agi comme un vrai tacticien. Et si, d'après moi, je m'excuse, cher fan du FC Barcelone. Si Sébastien Vettel était le coach du Barça, ben peut-être que ça aurait été, peut-être que le Barça aurait peut-être gagné. Mais dans la situation actuelle, si les Ferrari étaient coach du Barça, ben ce match serait même pas terminé 8-2, mais bien 11 ou 15-2. Juste pour vous dire à quel point il y a un genre de rupture entre Vettel et son pit wall, parce que c'est pas la première fois cette année qu'on voit Vettel en train de contester une stratégie. Souvenez-vous, en Hongrie, lorsque il y a eu le changement entre les pneus inter vers les pneus slick, Vettel a dit ben, pourquoi vous me mettez pas en médium à la place, alors que plus tôt Ferrari avait fait rentrer Charles Leclerc pour des pneus tendres, puis ça n'a jamais fonctionné. Alors, et on l'a vu encore, ben il y a justement une communication radio entre Vettel et son ingénieur de piste où il y a un bout, on lui dit ben, est-ce que tu penses que tu vas être capable de te rendre jusqu'à la fin? Puis t'as Vettel qui dit oh for fuck's sake. C'est ce que on en avait parlé plus tôt. Là j'étais obligé de pousser pendant 3 tours. Et là, il a été obligé de dire, bah, je vais faire mon mieux. Et même, il a dit, voici une tâche pour vous. Il lui a demandé, c'est quoi le temps à faire pour en rester dans les performances des pneus. Puis ça, là, normalement, c'est l'ingénieur qui doit donner la tâche au pilote. Là, ça a été carrément l'inverse. Donc, tu vois qu'il y a un manque de communication énorme entre un des pilotes les plus expérimentés du plateau et une écurie historique comme celle de Ferrari.
c'est pas croyable, là. Oui. C'est pas croyable. Puis il y en a beaucoup qui disent, si Enzo Ferrari était encore vivant, là, il aurait viré tous les ingénieurs qui étaient dans le pit wall. C'est rendu à ce point-là assez loufoque. C'est, c'est pitoyable. Et, mais la chose qui me dérange le plus, c'est que les, euh, i- les ingénieurs, c'est pas la première fois. Cette année, ils se sont trompés. L'année passée, ils ont fait plein d'erreurs aussi. À chaque fois, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, l'année passée, Vettel y a contesté aussi la stratégie à Singapour. Tu te rappelles, et finalement, c'est lui qui a pris la victoire juste parce qu'il n'a pas écouté. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est que... ça, y c'est pas la première fois, c'est les mêmes stratégies. Avant, il y avait como estratega, il y a la fille qui était en Alfa Romeo, Un bout de Boscombe. Ruth. Oui, c'était à Ferrari, était très bon, il y avait de bonnes communications et tout, mais non, mais il continue avec quelqu'un qui fait les mêmes erreurs à chaque fois. Il s'excuse, il donne des explications, il dit que non, qu'il se protégeait des Renault, mais c'est quoi ce que tu fais? Tu te protèges des Renault? Ouais, puis C'est Ferrari, c'est Ferrari. Il faut aller en avant, il faut prendre des places, tu n'es pas là pour te protéger. bah, tu vois, je pense à ça. Tu parles de Ruth Boscombe, qui travaille chez Alfa Romeo. Moi, je pense que Oui, si jamais un poste devait s'ouvrir pour le rôle de stratège, je lui suggérerais fortement de postuler pour Ferrari, elle ou Bernadette Collins qui travaille chez Racing Point, qui est une oui, excellente mais stratège aussi. es que moi, je comprends rien parce qu'elle était en Ferrari. Il s'est fait chasser de Ferrari. Je sais pas, la politique, le patriarcat, je sais pas c'est quoi, mais il s'est fait mettre de Ferrari, il est arrivé à Sauber et maintenant Alfa Romeo. Et là, elle a réussi à faire gagner les premiers points à Leclerc Oui, c'est et vrai. dans un Alfa Romeo et pas toutes les bons ils se font chasser de Ferrari. Maintenant, ils ne savent même pas où ils s'en vont. Je pense que Binotto, il savait même pas quoi dire déjà. Il n'est pas capable de répondre des questions. À la dernière course à Silverstone, il a dit que c'est la faute de Vettel. Oui. Qu'on comprend pas pourquoi d'ailleurs. C'est quelque chose que je comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas sens. Un pilote, il peut bien faire une erreur dans les premiers tours, mais tout ce qui se passe après, c'est juste l'équipe, il doit s'ajuster en conséquence. Voilà. Puis je pense Mais on que... dirait qu'en Ferrari, c'est Vettel qui doit s'ajuster. Ah, vraiment, là, c'est triste à voir, c'est pitoyable en effet, puis... Là, écoute, tout le monde se sent mal pour lui parce que l'écurie, on en avait parlé la semaine dernière. J'ai comme l'impression que c'est comme si on le voit déjà que l'écurie a mis Leclerc comme numéro 1. Non, mais C'est clair. oui, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. On sait que c'est le numéro 1, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que même si l'équipe il dit aujourd'hui que non, que ça va très bien, que c'est parfait, que la bonne communication, mais qu'est-ce que ça resalte dans la course? C'est qu'il n'y a pas de communication avec Vettel. Et il y a personne qui l'écoute, ils font ce qu'ils vont faire, même pour préparer son auto, ils n'écoutent même pas ce qu'ils demandent. Et ça marche pas parce que si tu n'écoutes pas ton
ton pilote, comment est-ce que tu penses que tu peux préparer l'auto? Ben oui. Même les réglages, tout, ça marche pas. Il y a toujours les mêmes excuses. La dernière fois, aussi avant Silverstone, Binotto a dit oui, on pouvait faire plus pour Vettel, mais on va regarder toutes les informations de Leclerc pour essayer de faire quelque chose. Mais ça marche pas, c'est pas les mêmes pilotes, c'est pas les mêmes styles. Oui, tu peux pas essayer de faire les réglages à Vettel pareil que Leclerc quand c'est complètement différent la façon que les deux conduisent, c'est pas la même chose. C'est comme une règle de base. Au moins, oui, tu peux voir un pilote numéro 1, numéro 2, mais il faut faire avec chaque un parce que sinon ça marche pas et c'est lui qui va perdre. Ben non, c'est l'équipe parce que de toute façon Vettel il est déjà dehors, même si c'est fait, même s'il essaye de faire de son mieux, c'est déjà fini pour lui en Ferrari. Mais l'équipe maintenant il devait profiter pour faire au moins quelque chose. Maintenant il n'est même pas troisième dans les championnat et il est loin. 11e pour être précis avec 16 points. Puis, et je sautais là-dessus. La prochaine course, c'est en Belgique. En fait, les deux prochaines courses, c'est Belgique et Italie à Monza. Des circuits où, l'année passée, la Ferrari était la plus rapide. Et là, avec ce qu'on a vu en Autriche sur un circuit où la vitesse est primordiale, ça va être très compliqué. Ça ne sera aucunement comme l'année passée, à moins qu'ils aient mis une potion magique dans le moteur pour que revienne au même niveau. Mais ça me surprendrait que Ferrari soit devant. Donc qu'est-ce qui va se passer en Belgique dans ce même genre de situation? Est-ce qu'on va voir un Vettel lancer un fuck sec encore une fois, là, quand il sera une question de stratégie? C'est sûr qu'on ne s'attend pas à grand-chose. Et tu te rappelles l'année passée au moins, et en Belgique, Vettel il a fait les jeux d'équipe. Ouais. Oui, Leclerc, c'est pour la victoire. On va de l'équipe. Lui, il n'a même pas essayé de se battre. Mais ça n'a pas fonctionné, je dois dire. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'à la première opportunité, lui, il pensait que Leclerc il était comme correct avec lui. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé après dans la qualif en Monza. Ouais, on n'en reparlera pas. C'était une énorme farce. Oh boy. Oui, là déjà, je pense que le monde, il y a beaucoup de monde qui mettent la faute sur Vettel, c'est que sa faute, lui fait des erreurs. Mais oui, lui il a fait des erreurs, c'est lui qui prend l'auto. Mais ils ont fait beaucoup d'erreurs sur lui et je pense que après Belgique, au moins après la qualif en Italie, je pense qu'il a compris ce qui se passe. Ouais. Et pour finir là-dessus... oui, vas-y. Il était plus là. Il a confiance, je pense qu'il était plus là parce qu'il ne peut pas faire confiance à son coéquipier, mais ça, c'est bien si tu ne peux pas faire confiance à ton coéquipier parce que lui aussi il essaye de gagner, mais il ne peut pas faire confiance à son équipe parce que jouer la double, comme on disait, la double morale. Oh, ça fait mal, surtout quand tu es un pilote expérimenté. Et en plus, Leclerc l'a dit, il a beaucoup de respect pour Vettel en tant qu'individu, mais aussi que pilote. Alors, Leclerc essaye, puis je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière, que l'année prochaine, Leclerc va être
le vrai numéro 1, là. Cette année, là, c'est juste Oui, c'est ça. un numéro 1 caché. Mais cette année encore, il y a le numéro à cacher quand même. On a encore, on met encore la faute sur Vettel plus. Mais l'année prochaine, on va voir ce qui se passe parce que lui, en théorie, ça va être le vrai numéro 1. Mais tu sais que Sainz, il ne s'attend pas à ça. Non, vraiment pas, mais... Lui, il pense qu'ils vont faire jouer, mais je ne sais pas. S'il n'a pas mis quelque chose dans son contrat, il va être surpris. Parce que c'est Ferrari, on connaît Ferrari depuis longtemps. Ouais, Ferrari, leur tactique Lui aussi douteuse. devait connaître Ferrari depuis longtemps. Ouais, on connaît les tactiques douteuses. Et pour finir, comme on dit, on gagne en équipe, mais on perd aussi en équipe. Alors, c'est facile de pointer du doigt, mais il faut savoir aussi reconnaître ses torts. Donc, la balle est dans le camp de Ferrari. Oui, mais tu sais, on dit quand finalement on a compris que quand Alonso était en Ferrari, il était fâché. Et il a reçu aussi beaucoup de critiques parce que le monde disait Alonso, il gagne, il part d'une équipe, mais il gagne tout seul. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit maintenant à Ferrari? Que il gagne, maintenant Ferrari gagne en équipe, mais celui qui perd toujours, c'est Vettel. Ouais, c'est vrai, mais Alonso et Vettel, ce sont deux personnages différents. Un est bouillant, l'autre est plus tacticien, intelligent, terre à terre aussi. Alors, c'est pour ça que le rapport de force entre Alonso et Vettel est complètement différent. Parce que tu as un pilote qui va tout déplatérer et l'autre qui reste professionnel. Oui, c'est ça. C'est ça. Des fois, c'est mieux un Alonso que Vettel qui reste tout tranquille, essayer de cacher de cacher les problèmes. Ouais, mais peut-être qu'il ne le cache pas. Il le dit en privé pour ne pas mettre son équipe dans le trouble. Alors... Mais ça ne marche pas parce que l'équipe, il n'y a pas de problème. Il ne veut pas mettre l'équipe dans les troubles, mais l'équipe, il n'y a aucun problème à mettre Vettel dans les troubles. Ferrari en une seule phrase, les amis. Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'on aime bien Ferrari à Québec, mais c'est ça. Ouais, c'est la réalité. C'est la réalité, malheureusement, ouais. C'est malheureusement la réalité, mais il va falloir que Ferrari fasse une grosse réflexion introspective, parce que sinon, si cette équipe veut gagner des championnats, il va falloir travailler en équipe, il va falloir aussi agir intelligemment, pas comme si c'était la tradition. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin F1 sur ce Grand Prix d'Espagne, qui, comme on l'a dit, ne passera pas à l'histoire. Alors, cet épisode sera disponible sur toutes vos plateformes préférées, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et autres aussi. Ce sera disponible aussi sur notre site bulletinf1.com où vous pouvez lire les tops et contre-performances. Vous pouvez aller voir les anciens textes aussi. Et même l'article sur Lance Stroll que je suis en train de compléter, en fait, qui sera disponible au cours des prochains jours. La balado-diffusion du Bulletin F1 en tant que tel va prendre une pause. On va revenir pour parler du Grand Prix de Belgique. Entre-temps, je suis en train de concocter un épisode pour l'autre balado-diffusion, Histoire de F1, qui raconte un peu des histoires en lien avec la Formule 1. Et cette semaine, l'indice que je peux vous donner, c'est en lien avec les 500 000 d'Indianapolis. Donc,
La semaine prochaine, il y aura un épisode sur les 500 000 d'Indianapolis, mais sur quelque chose de plus concret, en lien avec la Formule 1. Je laisse ça comme ça. Alors, si vous avez aimé ça, vous voulez réagir justement sur le cas de Vettel ou m'envoyer des insultes parce que vous êtes un fan du FC Barcelone puis vous n'avez pas aimé que je troll votre équipe, vous pouvez le faire sur facebook.com/bulletin F1, sur twitter.com/le bulletin F1 ou sur Instagram @lebulletin F1 aussi. Et évidemment, nous avons notre site bulletinf1.com. Puis moi, mon compte Twitter, c'est @Abdousal en un seul mot, ABDOUSAL. Donc, si vous voulez m'envoyer des insultes, parce que de 1, j'ai dit qu'Hamilton était meilleur que Schumacher. De 2, parce que je me suis amusé à niaiser le FC Barcelone. Puis 3, parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec Sébastien Vettel, avec ce qui se passe chez Ferrari. N'hésitez pas. Mais évidemment, c'est dans le respect. Évidemment, je blague. Alors, Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Non, merci à toi et ok, on se parle plus tard. Hein? Exactement. Donc, ça va être un après-podcast qui nous attend. Mais pour nous, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour Histoire de F1. Mais dans 2 semaines pour revenir sur le Grand Prix d'Espagne. Alors, mon nom est Abdoussal, fan de Liverpool FC, fan du FC Barcelone aussi en quelque sorte. Merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1 et on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde!